Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième épisode de notre série webinar en partenariat avec la société DoIt. Aujourd'hui, on va vous parler des enjeux de la communication des marques dans un monde post-crise. Donc, nouvelles problématiques, nouveaux sujets, nouveaux budgets, nouveaux formats. On va essayer de répondre à toutes ces questions ensemble sur un format 30-40 minutes. À mes côtés, je reçois encore une fois, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine et Mickaël qui travaillent au sein de la société DoIt. Merci à tous les deux d'être présents avec nous aujourd'hui. Salut Merci à toi de Valentin. nous accueillir. Est-ce que vous pouvez vous représenter pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode, présenter votre parcours, qu'est-ce que vous faites au sein de Do It par exemple? Bien sûr, vas-y, commence Antoine. Du coup, moi, c'est Antoine Muscat, donc je suis le responsable marketing chez DoIt. Mon expérience globale dans les métiers de la com et du marketing remonte à peu près 10 ans, où j'ai pu occuper différents postes et de différentes chaînes. Donc, j'ai pu aller du graphisme au communicant, plus précisément, au web designer et aujourd'hui au marketing. Et donc, je m'occupe de toute la partie acquisition, toute la partie notoriété de l'entreprise et son développement sur les plateformes et à travers différents partenariats. Parfait. Et Michael, tu peux... Bonjour à tous, donc moi c'est Mickaël Bess, je suis le CEO de DoIt. Je suis réellement partie prenante et je suis dans l'opérationnel en l'occurrence, avec plusieurs comptes dont j'ai la gestion, notamment des agences médias et les annonceurs du luxe. Parfait. Merci à tous les deux de prendre le temps d'être avec nous pour ce webinaire. Donc, épisode 2, les enjeux de communication des marques dans un monde post-crise. On va essayer d'être clair, efficace pour ceux qui nous suivent et surtout leur donner des clés d'analyse, des clés de lecture. Notre premier point, il est essentiel, c'est les nouveaux enjeux qui sont apparus. On a vu la Covid, problématique de budget, problématique de ciblage, problématique d'audience. Première partie, la communication de demain. De quoi elle sera faite? On nous parle de proximité d'engagement. Est-ce qu'on peut arriver sur ces deux sujets de proximité, d'engagement? Qu'est-ce que ça évoque pour vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez des infos à nous communiquer là-dessus? Ouais, c'est un sujet ultra intéressant. C'est vrai que, la Covid a amené, finalement, beaucoup de bouleversements dans nos vies, que ça soit, finalement, en tant que particulier ou en tant qu'entreprise et en tant que marque. Mais c'est vrai que finalement, on constate, qu'il y a eu vraiment un virage qui a été, opéré, de la part de pas mal de marques pour répondre justement à ces enjeux. Et donc tu en parlais, c'est vrai qu'aujourd'hui les attentes finalement des consommateurs et du public a évolué. On est sur une approche qui est beaucoup plus, finalement une approche de proximité. Hmm. Finalement on était confinés, limités à un déplacement, de quelques kilomètres autour de son domicile. Donc consommer finalement auprès des commerçants locaux, consommer, plus local également. C'est aussi le fait finalement de pouvoir, rechercher, finalement de soutenir, encore une fois cette économie locale et de les accompagner, à travers cette période difficile. Et on a d'ailleurs des statistiques à vous partager. 92 c'est quasiment l'intégralité Hmm. des consommateurs répondent, qu'ils consomment plus, des produits locaux qu'avant et 89 en l'occurrence des produits artisanaux. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire dans une tête de consommateurs français, la crise, comment elle les a impactés et pourquoi ce retour au local, en tout cas ce développement de la relation avec les commerces de proximité, avec les circuits courts. Euh, Est-ce qu'on ne s'est pas rendu compte que les marques, quand elles ont un petit peu arrêté de communiquer, on s'est recentré sur nos vrais besoins en tant que consommateur, on s'est recentré sur des choses plutôt locales et les marques ont un petit peu aussi accompagné ça. Facebook a fait beaucoup de choses avec des grosses marques pour aider justement les plus petites, donc, c'était assez intéressant à noter. Comment ça se passe dans la tête d'un consommateur? Je ne sais pas si tu as la réponse, mais a priori, je pense que tu as quelques éléments à nous communiquer là-dessus. En fait, on n'a pas vraiment eu le choix en tant que consommateur finalement d'aller à l'essentiel, Mm. c'est ça. Ça n'a pas forcément été toujours simple, mais on a dû, finalement retourner à l'essentiel, faire la queue, devant son supermarché pour pouvoir faire ses courses. Il y a eu aussi un gros mouvement finalement, d'achat en ligne, Mm. pour pouvoir justement, continuer à consommer et c'est vrai que là, on a constaté un réel enjeu, c'était finalement de permettre aux acteurs de proximité, aux commerçants,
finalement de pouvoir être présent sur Internet. Et donc il y a eu un enjeu finalement de digitalisation. Ça a notamment été un enjeu qui a été finalement satisfait par La Poste avec Ma Ville, Mon Shopping, qui est finalement un Amazon français comme une Mmh. marketplace, mais accessible finalement aux fleuristes, aux chausseurs, aux retailers locaux, qui a besoin justement de finalement pouvoir retrouver sa clientèle, mais au digital. Et nous, notre enjeu finalement en tant que média là-dessus, ça a été justement finalement de savoir répondre à cet enjeu vraiment de ciblage, de campagne de proximité, avec finalement des prises de parole pour des acteurs plus locaux. Un peu plus ciblé, un peu plus efficace, un peu plus précis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on évite un petit peu le mass média, on essaie de travailler un peu l'audience, on essaie de travailler un peu le message. On ne va pas s'adresser de la même manière à des gens sur Paris, à des gens sur Clermont, à des gens sur Grenoble, avec le même format. Il y a aussi peut-être une logique de, quand on parle d'engagement, bah, c'est de se rapprocher des créateurs locaux, des commerces et des shoppings locaux. Euh, il y a cette idée aussi de responsabilité. Est-ce qu'il y a aussi besoin d'accompagner ces marques-là? Est-ce que les marques ont elles-mêmes besoin de sensibiliser les gens? Je parle d'engagement, de responsabilité. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet global. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet enjeu-là, justement, de responsabilité, à la fois de la part des marques, qui doivent encourager à mieux consommer, à mieux produire, et à la fois du côté des plus petites entreprises et des consommateurs à se tourner vers le local, à faire marcher l'économie locale, et la pub est au service de ça. Mais tu fais bien d'en parler parce que c'est vrai que là, on parle des acteurs locaux et c'est vrai qu'il y avait de réels enjeux et finalement, un enjeu de les accompagner. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, finalement, les marques, plus installées, finalement les marques qu'on connaît très bien, avaient aussi de véritables enjeux Mm. finalement, à créer de la proximité. Il faut savoir que avant la Covid, on avait plus de 60 de la population, qui se disait irritée, à voir finalement de la pub, générique, Mm. répétée, tu parlais de masse, c'est tout à fait ça finalement. C'est de voir toujours, finalement les mêmes campagnes répétées un peu de partout, finalement, au fil de son quotidien. Il y a rien finalement qui agace plus les audiences et malheureusement, c'est ça qui déprécie aussi finalement la perception que Est-ce les qu'il n'y a pas un audiences problème de ont sens de la aussi? publicité. Un problème de Ouais. sens, je me souviens du premier confinement, on était tous confinés. Bon, les annonceurs automobiles, on ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils ont fait tourner l'économie de la télé, l'économie des médias en gardant leurs pages et leurs spots annonceurs. Néanmoins, on avait peut-être un problème de sens sur le message diffusé. On était tous confinés pendant des mois. On continue à nous proposer des campagnes mass média de voitures. Qu'est-ce que je vais faire avec un SUV dans mon salon? Il y avait une vidéo qui est sortie là-dessus. Mais il y a aussi ça, cette problématique du sens, de qu'est-ce qu'on va les raconter. Il y a beaucoup de Ouais. marques, notamment assurance banque, ma French Bank, a priori, vous les connaissez bien, qui ont travaillé ce message-là de proximité, de bah, OK, c'est compliqué, mais notre rôle principal, et souvent on l'oublie, c'est d'être là pour vous. Et Mm. il y avait beaucoup de messages, je pense que tu l'as vu passer, hein. Qu'est-ce que tu en penses de ça, de cette prise de position sur le retour au sens et la proximité, pas forcément géolocalisée, mais la proximité plutôt émotionnelle, être proche des gens dans leur intime conviction que leurs clients, enfin que leurs marques, là pour le coup, assurance et banque, sont essentielles et sont utiles. Bah, moi, je trouve ça hyper important comme notion et je vais revenir un petit peu en arrière dans la conversation où je pense que le prisme en fait, des consommateurs a complètement changé. Mm. Leur regard et la capacité qu'ils avaient pendant le confinement à regarder plus loin que proche de chez eux a été complètement enrayée. Mm. Donc, on a eu ce vrai besoin de la part des consommateurs de se reposer des questions et de se repositionner dans leurs actes d'achat et dans leur façon de consommer. Et donc, le marché a évolué, les besoins ont évolué de la part des consommateurs. Et donc, ce qu'ils attendent des entreprises et des marques a complètement bouleversé le milieu, à tel point que beaucoup d'entreprises ont pris ce temps de restructurer la culture d'entreprise, de Mm. Mm. restructurer leur Mm. façon de communiquer et leur structuration même, en poussant plus de communication rassurante, en poussant plus de communication éthique, en faisant attention parce que les consommateurs sont avertis aujourd'hui aussi de tout ce qui est greenwashing, Mm. Mm. et ce qu'on pourrait avoir aussi sur la partie RSE. Je vais te dire comme ça, je ne connais pas le terme, mais RSE washing, en gros, Mm. Mm. où on va en faire trop alors qu'il n'y a pas assez derrière. Et c'est un vrai enjeu aujourd'hui.
Et d'autant plus, enfin, moi, je le remarque en ce moment sur pas mal d'articles que je vois tourner sur LinkedIn, les consommateurs sont aussi intéressés par la culture d'entreprise et donc de comment est-ce que ça se passe en interne. Et il y a beaucoup de choses qui sont décriées aujourd'hui sur la bienveillance en entreprise qui est fallacieuse par moment. Elle est vendue comme telle, mais en réalité, les acteurs des entreprises ne le sont pas forcément. Et du coup, les consommateurs se retrouvent plus d'un point de vue valeur. Et donc, il a Ouais. fallu complètement rechanger cette chose-là. Et du coup, on en ressort des statistiques qui sont intéressants, comme 70% des consommateurs après la crise qui, eux, souhaitent que les entreprises adoptent un ton plus rassurant, Mm. qu'il y en a 63% qui vont attendre qu'il y ait une communication qui soit plus humaine. Et donc, dans cet objectif-là, en prenant ces stats-là, au final, 92% des consommateurs souhaitent que les marques continuent de faire de la publicité, mais en adoptant des nouvelles Ouais. façons de communiquer et des nouvelles valeurs à mettre en avant. Donc c'est pas vraiment une attaque pure et dure contre la publicité, c'est plutôt sur le message, c'est plutôt sur les valeurs. Et tu l'as dit, RSE, oui, on sent une certaine forme d'exigence de la part des consommateurs. Nous-mêmes, on est des consommateurs, on le sait. Il y a certaines marques qui, avec le confinement, la crise, ont été confrontées à une vraie question de la part des consommateurs. Est-ce que ce produit m'est utile? Si la marque n'est pas suffisamment forte en termes d'image, est-ce que son produit en lui-même m'est utile? Et je pense que c'est des questions qui se sont posées. Donc maintenant, en tant que marque, je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus, comme tu l'as dit, reproposer des valeurs. Et du coup, tu l'as dit, RSE, comment on va essayer de faire? Vous, vous bossez avec pas mal de marques, vous avez quand même en tête des campagnes qui sortent, vous avez une solution, etc. Comment vous essayez de répondre à cette question? Qu'est-ce qui vient dans votre esprit quand vous avez face à vous ces problèmes? Qu'est-ce que vous imaginez? À quoi vous pensez? En fait, tu parles de valeur, mais finalement, il s'agit de, encore une fois, tu as raison, le ton et finalement, qu'est-ce qu'on met en avant? Il faut que ça soit pertinent pour la période et pour répondre à un besoin, mais tout ça, ça rejoint finalement la personnalisation et à mon sens, l'hyperciblage. Ouais. On parlait de proximité un peu plus tôt, c'est clairement une des leçons à retenir, pour les marques, en ce moment, c'est de se Mm, dire: mm. aujourd'hui, la proximité est plus que jamais essentielle et donc le fait de pouvoir finalement, cibler de façon, exclusive ou en tout cas différencier, des audiences en fonction de la proximité, c'est un enjeu. Mais c'est vrai que la personnalisation aussi finalement, est passée par l'hyperciblage, en fonction, finalement du profil, que ça soit le genre, la tranche d'âge, les centres d'intérêt, le CSP des audiences fait aussi finalement qu'on va parler mieux et plus qualitativement, finalement, on va instaurer un rapport avec ces audiences qui sera beaucoup plus durable et moi, ça, c'est vraiment mon sujet, on va dire, de prédilection et pour moi, c'est ce qui est essentiel, en fait, quand on parle de publicité. On le fait peu, on le fait pas assez. C'est de s'intéresser, en fait, en tant que média, à la perception de ce qu'on diffuse, par les audiences. Mm. De s'intéresser finalement à comment c'est perçu. Est-ce que c'est bien reçu? Est-ce que, finalement ça intéresse? Et on réalise régulièrement en fait des rapports d'enquête sur la base d'avis que nous partagent les audiences. Alors on a des questions types, hein. On va leur demander par exemple de nous dire, finalement comment, noteriez-vous l'expérience que vous avez eue? On va leur demander de nous indiquer également, est-ce qu'ils apprécieraient être de nouveau confrontés, à l'un de nos médias? Mais aussi des champs libres où on va nous dire, bah: «Vous avez eu une campagne d'activation pour tel acteur avec un QR code, mais le QR code, est passé beaucoup trop vite, j'avais pas le temps de le scanner». Ou on va nous dire, «Mettez-nous encore plus de pub locale, on en veut encore plus, on en a pas assez». Et c'est vrai que finalement tous ces retours font qu'en tant que média, on peut aussi se perfectionner pour pouvoir répondre aux attentes des consommateurs. Donc la pub de demain, de ce que je comprends, c'est une pub plus intelligente, plus ciblée. En tout cas, ça peut être une nouvelle arme, un nouvel outil marketing, plus ciblé, plus intelligente et surtout plus en congruence avec les attentes des gens, c'est-à-dire les formats qu'ils apprécient, le temps, la géolocalisation. Tout ça, c'est à prendre en compte et pas uniquement bombarder sur du métro. C'est un peu ça l'idée? Mais c'est du gagnant-gagnant en fait, hein. C'est du gagnant-gagnant pour les marques finalement qui vont optimiser leur campagne, finalement, en touchant des audiences qui déjà sont des audiences qui correspondent à leur cible, mais surtout qui seront en plus réceptives, donc meilleure mémorisation, voire activation. Et c'est vrai que, finalement, pour les audiences,
va vraiment s'intéresser à créer un lien qui va être durable dans le temps. Et ça permet en fait finalement de pouvoir même envisager des campagnes avec de l'activation. On est sur des enjeux d'ROI en ce moment plus que jamais. Donc finalement des acteurs qui vont vouloir valoriser et générer immédiatement des retours suite à leur prise de parole, c'est très pertinent de pouvoir envisager par exemple du drive to web ou du drive to Mm. store, du drive to app. On peut le décliner finalement sur tous les enjeux des marques, mais finalement, c'est de générer de la transformation dans l'immédiat. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on aime faire en intégrant du QR code ou en intégrant par exemple un code promo. On a fait ça avec Franprix dernièrement et vous l'aviez illustré, une campagne en fait qui était différenciée avant et après couvre-feu. Mm. Donc le message diffusé n'était pas le même pour encore une fois contextualiser un maximum et s'adapter aux audiences et un code promo qui permettait aux utilisateurs qui téléchargeaient l'application d'avoir 10 € d'offert sur un panier d'au moins 50 €. Et ça, typiquement, c'est une campagne qui a cartonné. Franprix était ravi parce que justement, on était sur une logique de contextualiser, donc les audiences étaient réceptives et de performance pour l'annonceur. Donc, on est vraiment sur cette approche de gagnant-gagnant. Ouais, Mais puis c'est c'est là où cette c'est approche digitale qui nous permet de le faire. J'ai un chiffre qui me vient en tête hein, sur ce qu'on avait évoqué. 40% des Français estiment que la technologie joue désormais un rôle plus important dans la façon dont les clients s'engagent auprès des marques. Et c'est un vrai sujet, ça, Antoine. Tu es en charge de ces sujets-là, marketing, au sein de Do It. Qu'est-ce que tu peux ajouter à ça? Pourquoi, selon toi, votre solution, et en tout cas le digital au sens large, est une bonne réponse à ces attentes consommateurs, à un travail de ciblage, un travail, comme Michael l'a dit, de win-win, hein, ce fameux win-win. À ton niveau, comment tu le perçois? Bah, moi, je trouve ça hyper intéressant parce que je rajouterais une notion qui est super importante dans tous ces enjeux-là, c'est avoir une vision customer centric de la part des marques. Une chose qui est de plus en plus développée, sur laquelle on est un petit peu en retard en France. Mm, L'entreprise commence à avoir ça de plus en plus. Et tout ce qui est apport digital, donc digital en DOH ou digital Internet, mm, peut donner des informations pertinentes et intéressantes sur les consommateurs pour pouvoir au mieux cibler le message. Quand on comprend avec cette vision customer centrique que aujourd'hui, bah, on a plus de 90% de la population qui a envie de faire comment dire, qui a envie de faire un effort pour soutenir l'économie locale, mm, on comprend que finalement, cibler ces personnes avec un message précis par rapport à la tranche d'âge, par rapport à un moment de la journée, par rapport à un lieu, par exemple, peut être intéressant pour mm. booster, pour avoir un effet de boost sur les effets de vente. Oui, puis Et on peut leur finalement, mettre un vrai call to action. Si on sait qu'il y a c'est déjà une attention de leur part de soutenir. ça. On peut avoir un drive to store qui est hyper efficace. Dans ce cas-là, par exemple, je suis une boutique dans le 15e arrondissement, je décide de communiquer sur un média tactique dans le 15e arrondissement. Je peux faire en sorte d'avoir un drive to store beaucoup plus optimisé en adoptant le message adapté à la cible qui est en Mm, face de mm, moi par rapport à ses besoins qui sont des besoins soit latents, soit des besoins qui sont déjà identifiés, sur lesquels on aura réussi à avoir de la data et mieux comprendre ce qu'il attend en fait grâce aux apports digitaux. Et l'apport digital apporte, enfin, a un autre avantage, c'est le contenu dynamique et l'information. On va pouvoir accrocher plus facilement, on va pouvoir diffuser plus de contenu, on va pouvoir personnaliser même dans mm. l'image, dans l'animation, dans les couleurs, pour que la personne soit plus attentive et comprenne mieux le message. Je trouve ça hyper intéressant. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, déjà merci d'être là avec nous. Et ensuite, vous pouvez poser évidemment vos questions en commentaire. Euh, on prendra le temps d'y répondre. En tout cas, il y aura les personnes enfin ceux qui ont envie de poser leurs questions, on prendra le temps d'y répondre. C'est pas un souci, on est là pour ça. Moi, je trouve ça intéressant le point que tu viens d'évoquer, Antoine, sur le user-centric, consumer-centric. Bon, c'est l'anglicisme qu'on adore, mais on a compris un peu l'idée. Ça fait penser à un chiffre. 24% des jeunes, la génération Z, la fameuse, veulent désormais savoir comment les marques s'engagent sur les questions sociétales, environnementales avant d'acheter. Donc ça, c'est de ce que tu nous dis, un vrai insight pour leur pousser du contenu. C'est-à-dire que si on sait qu'ils ont une exigence, ils ont un regard différent, vous n'allez pas communiquer de la même manière. Ça paraît logique, mais en vrai, vu qu'on est sur de l'hyper-ciblage, on peut faire les choses encore mieux. Ouais, complètement. Et tu vois, c'est là où c'est d'autant plus intéressant le digital, c'est que la data que tu viens de sortir sur les 24% par rapport à la génération Z, data sur la capacité à acheter par rapport aux informations qu'ils vont recevoir sur des médias
en ligne. Donc, c'est le même chiffre, c'est 24% également. Mais ça a évolué en réalité. Et ça, il n'y a que le digital qui peut nous donner cette information Mm. finalement pour comprendre cette évolution dans le changement. Parce que la génération Z, de base, est une génération quand même qui apprécie particulièrement le consommer local, le consommer dans des petites boutiques, pouvoir avoir un rapport humain avec les personnes, ce qui est un peu la différence avec la génération Y et qui peut paraître contre-intuitif, mais il y a cette préférence de consommation et cette préférence de consommation a évolué par rapport à la situation sanitaire dans laquelle on a été et le mode de consommation dans lequel on a été forcé d'être. Et du coup, on a étendu à ce Mm. moment-là Mm. la capacité à toucher cette génération. Et ça a complètement fait évoluer ce marché. Donc, d'où l'importance d'être toujours à la pointe de l'information sur ce genre de sujet. Il y a des usages aussi, Michael, je vais donner la parole là-dessus, mais des usages aussi, des habitudes de consommation. Quand on a en tête des marques qui ne sont présentes qu'en ligne, des pure players, je pense à des marques de boutique, des marques de lifestyle, souvent, très souvent, qui sont nées sur le web et du coup qui induisent des usages, induisent des pratiques, des achats en ligne, etc. et qui ensuite seulement arrivent à la boutique. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as des infos là-dessus, Michael, sur voilà, comment l'usage, la pratique va façonner la relation qu'on a avec les marques et du coup, elles, leur enjeu pour toucher cette cible-là? Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que finalement, ils ont une approche inverse finalement de beaucoup d'autres acteurs, en commençant sur le web et en ayant des logiques finalement, ils sont à la recherche de de campagnes performantes plus que jamais et l'approche héroïste est clé. Et finalement, bah, tiens, ça rejoint mon sujet commercial, donc je mets ma casquette de commercial là. Mais c'est vrai que finalement, ces acteurs vont privilégier plutôt, heu typiquement les réseaux sociaux, par exemple, pour pouvoir faire des prises de parole parce que justement, ils estiment que, aujourd'hui, les médias d'affichage ne vont pas forcément être assez, ciblés, amener suffisamment finalement de data d'analyse pour pouvoir amener cette perf et c'est tout notre enjeu et moi, mon enjeu quand j'échange avec des acteurs comme ça, avec des pure players, c'est justement de leur montrer que finalement, ça existe en fait le ciblage, ça existe aussi l'analyse finalement, l'analyse d'attention, l'analyse de perception des audiences sur des médias d'affichage. Nous, on le fait très bien en fait aujourd'hui et c'est l'enjeu en fait, c'est de pouvoir justement leur apporter des solutions qui vont, leur permettre de pouvoir toucher de façon ciblée leurs audiences, mais de le faire dans le monde réel, au lieu de le faire dans le digital. Et donc finalement, ces acteurs locaux, par opposé, en fait, finalement, qui sont dans le monde réel et qui, finalement, jouent énormément sur la proximité, communiquaient très peu jusqu'à présent et Mm. finalement entretenaient, des clientèles, C'est hyper dans leur paradoxal en zone fait, de ça, ce que tu chalandise. dis. Ah complètement, complètement. Mais finalement, ces acteurs aussi, qui ont de réels besoins de performance également, sont entrés sur le marché avec des enjeux finalement pour pouvoir finalement toucher de nouvelles audiences, toucher de nouveaux, clients potentiels et donc il a fallu les accompagner aussi. Il a fallu leur proposer des solutions qui, finalement étaient peu coûteuses mais ultra performantes. Mm. Un peu finalement comme ce que recherchent les pure players qui ont de beaucoup plus gros moyens mais qui ont vraiment des enjeux de rationaliser leurs investissements, finalement tout comme ces acteurs locaux. Merci Mickaël. On est en train d'échanger justement sur les enjeux de cette communication post-crise. Il y a beaucoup de choses à raconter, c'est très complet et je pense que voilà, les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont de quoi prendre de bonnes notes. On a parlé de ciblage, on a parlé d'hyper-ciblage, on a parlé de marque pure player, on a parlé d'engagement. On souhaitait aussi évoquer avec vous aujourd'hui le marketing frugal. C'était un point qui me semblait intéressant. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur ce concept? Le marketing frugal, ça va être la capacité de faire plus avec moins. On va trouver, donc ça, c'est clairement J'aime une. bien l'idée. Et moi aussi, ouais. Alors, on peut parler de low-tech aussi, et l'idée principale va être de pouvoir positionner sa culture d'entreprise sur de l'innovation Mm. et sur de l'innovation qui va coûter moins cher, mais qui va apporter soit autant, soit plus. En général, c'est sur des problématiques déjà existantes parce qu'elles sont identifiées avec des besoins, avec des solutions qui sont mises en place. Et du coup, on va essayer d'améliorer ce système-là pour en faire quelque chose qui répondra plus à des enjeux éco-responsable ou éthique, par exemple. Donc ça, tu sens vraiment que c'est une nouvelle intention, un nouveau peut-être objectif, une nouvelle ligne à suivre de la part des marques?
Oui, tout à fait, parce que on a cet enjeu de la part des consommateurs, une grande attente de la part des consommateurs, c'est Mm, d'avoir un mode de consommation plus éthique aussi. C'est pour ça mm, qu'ils se tournent également vers le local, comme on citait juste avant, parce qu'ils y voient quelque chose de plus éthique. Mais on peut le retrouver dans plein de domaines différents. Avoir un packaging avec des graines à l'intérieur, par exemple, peut permettre, si le déchet est jeté, de faire pousser des mm. plantes qui seront utiles à l'écosystème global. Donc il y a pas mal de façons d'innover dans ces domaines-là et qui permettent d'optimiser le recyclage des produits qui sont réalisés ou de limiter l'impact carbone qu'on va avoir, par exemple. Donc ça, pour eux, c'est un vrai enjeu, oui, en effet. Ouais. Et je pense que vous aviez relayé, Valentin, cette campagne que j'ai vue de Back Market finalement chez Média Transport Oui, dans les recycler les métros affiches. parisiens. C'est ça, oui, recycler les affiches en fait. Je pense que c'était l'agence Mamédia qui était derrière avec Back Market, mais c'est vrai que finalement ça démontrait bien cette idée, bon, encore plus pour Back Market finalement, qui est sur ces sujets de Mm. finalement limiter la consommation du neuf et finalement chercher à promouvoir la Mm. seconde main. Mais c'est vrai que c'était, je pense, une très bonne façon de le démontrer aussi. Oui, il y a des belles OP qui sont sorties, hein. On a Aigle qui est sorti hier, qui a lancé son site de seconde main. Ouais. Là, Aigle qui fait ça, c'est quand même une belle démarche, c'est une belle preuve. Il y a aussi, je ne sais Complètement. plus quelle marque c'était, qui avait fait une bannière, donc une grosse publicité, une bâche, comme on appelle ça, et qui ensuite l'a démontée et l'a transformée en textile, en sac ou en. Je ne sais plus quelle marque c'était. Si dans les commentaires vous voyez de quoi on parle, n'hésitez pas à nous Je l'ai répondre. vu aussi, j'ai un trou de mémoire, oui. Moi, Voilà, j'ai une marque qui me parle pas mal comme ça, d'une connaissance que j'ai d'un peu plus jeune, qui a monté son entreprise, qui s'appelle Zeta, qui est une entreprise de chaussures et qui va produire en fait avec, par exemple, du cuir de raisin, les chaussures. Et tout le process du produit amène à une seule finalité, qui est finalement que la chaussure peut être recyclée en tant que combustible vert. Donc on a complètement la chaîne de valeur en fait ouais, ouais. qui est faite. C'est assez incroyable. Je vous invite Bah là, on à a aller vous tout, renseigner. en vrai. Si on se base là sur des choses pour produire la chaussure qui sont quand même naturelles, et si ensuite on peut l'exploiter, comme tu as dit, en combustible vert, bon, on n'est quand même pas trop mal, quoi. Complètement. On est pas mal, on est pas mal en Ah ben, termes de. complètement, surtout qu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que les produits qu'elle va utiliser pour concevoir les chaussures sont des produits qui sont locaux. Hmm. Donc on a aussi cette dimension-là qui est ramenée. Faire tourner les boîtes locales et faire tourner les acteurs locaux. Ok. Tout à fait. Mais c'est hyper intéressant et merci à vous deux de prendre le temps de détailler et de rentrer dans le détail sur ces nouveaux enjeux. On va aussi parler du fameux concept de média tactique. On l'a évoqué, on a donné des exemples, on a essayé de montrer ce à quoi ça correspondait. Maintenant, j'aimerais bien que vous preniez le temps de nous expliquer concrètement à quoi ça va servir et pourquoi ces fameux médias tactiques innovants vont nous aider en tant que marque, en tant qu'agence, à mieux communiquer. Chez Do vous êtes un média, je pense que média tactique innovant, ça pourrait être vos adjectifs qualificatifs. Déjà, faites-nous peut-être un petit point sur Do It, rappelez-nous ce que vous faites, rappelez-nous comment ça marche et au plus global, dites-nous pourquoi le média tactique est utile aujourd'hui pour les marques. Ok. Je suis content que tu en parles du média tactique parce qu'on a besoin de redorer un peu le blason du média tactique, notamment en Mm. agence où finalement tactique est égal à petit reach, campagne beaucoup trop finalement locale. Et je pense qu'on finalement c'est perçu un peu comme quelque chose finalement qui n'est pas aussi efficace et aussi utile que ça pourrait l'être, notamment en agence. Je pense il y a des idées reçues là-dessus, donc je suis content Mm. que tu mettes le sujet sur la table et c'est Antoine le spécialiste du média tactique, donc je vais le laisser répondre à ta question. Euh, on va en différencier deux dans les médias tactiques, deux grandes familles qui vont être les médias tactiques qui vont être un peu plus traditionnels. J'en parlais lors du premier webinaire sur Mm. les impressions sur les fourreaux des baguettes de pain, par exemple. Et on va avoir les médias tactiques qui vont être innovants et qui vont apporter des données supplémentaires comme nous, on a chez Doit. Donc, globalement, le média tactique, c'est un média qui va être positionné dans un lieu. Un lieu est déjà un ciblage en soi. C'est là où tout l'intérêt et toute la puissance se situe. On va pouvoir communiquer sur des enjeux, comme on citait juste avant, locaux, dans des lieux précis qui vont cibler déjà des personnes par rapport à leur CSP, par rapport Mm. à, je sais pas, par exemple, si on cible du B2B dans une zone où il y a des entreprises à côté. Donc, on va pouvoir être extrêmement précis sur le message qu'on va attribuer, qu'on va donner
aux personnes qui vont recevoir cette publicité. Tu as des exemples concrètement, voilà, tu m'as dit les fours des baguettes, c'est quoi? C'est les tables aussi, les tables sur les bars, c'est quoi? Ouais, c'est ça, D'autres exemples? on peut avoir c'est un très bon exemple que tu cites. On peut avoir les tables dans les bars, en effet, Bah, sur lesquelles ouverture on des va retrouver terrasses, hein, écoute, on est obligé, hein, on va retrouver donc une vitre par-dessus et en dessous, on va avoir des informations qui vont se situer. Et du coup, on peut avoir de l'information utile. On peut booster soit sa notoriété en étant présent quotidiennement auprès des consommateurs, ou on va pouvoir optimiser donc tout ce qui va être drive to store, ou même optimiser la vente sur place. Je sais pas, par exemple, sur un bar, une entreprise de food qui vend ses produits dans le bar pourrait utiliser cet espace pour communiquer sur ses produits et faciliter la vente dans l'espace dans lequel Mm. le consommateur est. Donc la puissance du tactique va se situer notamment sur ce genre de choses. Elle va se situer aussi sur la capacité à programmer un parcours consommateur. On va pouvoir cibler des shoppers, on va pouvoir cibler des automobilistes, on va pouvoir cibler un peu tous les types de consommateurs par type de consommation. Vous Ça, voyez ce que je veux dire? c'est les médias tactiques plutôt classiques, c'est ça? Et maintenant, les médias tactiques C'est ça. innovants, euh, Les médias tactiques on fait partie innovants, de 8 a priori? ouais, complètement. Bah, nous, pour resituer globalement ce qu'on fait, on a 3 produits principaux qui vont être le Charlie qui va se situer dans les lieux d'attente, le Bubbles qui va se situer dans les lieux de passage et le Digicap qui va se situer dans les lieux de mobilité, donc VTC et taxi indépendant. Mhm. On va avoir des données qui vont ressortir sur l'ensemble de ces produits de façon spécifique. Donc déjà, par rapport au lieu, comme on le citait juste avant, on peut dire qu'il y a tant de reach sur ce lieu que cette telle typologie de personnes qui passent, mais on peut savoir combien de personnes ont pu visionner la publicité digitale qui est proposée sur le média tactique. On va pouvoir dire combien d'activations il y a eu grâce au QR code, combien de minutes ça a duré, le reach total de la publicité, et du coup fournir aux annonceurs des données très précises qui vont préciser encore plus le lieu dans lequel elle se situe. Donc on C'est fait le du média tactique sur du tactique tactique en fait. augmenté, quoi. C'est média tactique plus plus. C'est On a ça, de l'insight, on a de la stat. c'est ça. Donc, tu as Comme quoi? Tu as du coup le. Contextualisé, mesurable et finalement presque à la limite, tu vois, de l'OPS dans certains cas. Oui, Je parce pense par que complètement, exemple mesurable, c'est quand même le but ultime, on est d'accord, tout à fait, ouais. mesurable. Ah, bien Tout à sûr, fait. mesurable et finalement dans une logique de perf aussi. Je pense par exemple quand on est dans les coworking, là c'est vraiment du tactique, voire de l'OPS. On a des médias en fait qui sont déployés dans les bureaux d'entreprise, au niveau des lobbies et des salles de convivialité, C'est vos dans les bureaux. totems ou c'est vos bubbles? Alors, en fait, tu as du print de mètres carrés et on a des écrans tactiques qui sont les écrans Bubbles, en fait, en effet, qui D'accord. fournissent ce service de rechargement et qui vont diffuser du contenu à une audience qui va être finalement Tu nous briefes un peu sur le très bubble attentive. rapidement pour ceux qui connaîtraient pas encore et qui ont raté l'épisode 1, à comment ça marche, à quoi ça sert rapidement? Ça existe encore quelqu'un qui ne connaît pas? Je vais leur taper sur les Bah doigts. écoute, à mon grand dame, je crois, mais j'espère pas. Mais oui, bien sûr, je peux expliquer. En fait, concrètement, la solution Bubbles, en fait, il s'agit d'un média, comme disait Antoine, qui est positionné dans des lieux d'affluence et aussi en fait dans des environnements B2B. Et en fait, il s'agit d'un média hybride qui va intégrer en fait un print. Donc, c'est la partie vraiment purement affichage, une affiche de 2 mètres carrés, mais également des écrans tactiques intégrés en fait à une sorte de petite bulle qui va fournir un service de rechargement pour batterie de téléphone. Et donc, le principe, en fait, c'est que l'audience utilise le dispositif pour recharger son téléphone et doit en même temps manipuler cet écran tactique qui diffuse des spots vidéo de 10 secondes des annonceurs. Et donc, en ce moment, par exemple, on a Bouygues Télécom qui communique sur ces dispositifs dans les espaces de coworking, avec cet enjeu vraiment de pouvoir toucher les salariés, voire les décideurs d'entreprise, donc dans un environnement vraiment hyper ciblé. Et on a la possibilité d'aller même plus loin sur ce type d'activation avec, par exemple, ce qu'on appelle, nous, les Demo Days. Demo Days, c'est le fait, en fait, de finalement pouvoir faire des démonstrations, des présentations aux équipes, aux salariés de ces entreprises sur une demi-journée de ces produits, comme pour des ordinateurs ou de ces services, par exemple, pour des services de recrutement ou des services d'assurance. Et donc, ça permet d'avoir vraiment une continuité sur leur prise de parole avec cet enjeu de contextualiser, d'adapter pour pouvoir mieux intéresser finalement. Il y a aussi ce qu'on disait avant, le principe de win-win en fait. Je recharge mon Absolument. téléphone, bon bah j'ai de la pub, ouais, et c'est l'idée, c'est le Mm. win-win en fait.
Mais c'est toujours le principe parce que finalement, encore une fois, on va s'intéresser à quel est le rapport dans lequel est l'audience, au moment de la diffusion? Et donc, finalement, ce rapport de service, ce rapport de contextualiser fait qu'encore une fois, on a une bien meilleure mémorisation et un rapport avec les audiences qui est beaucoup plus positif. Et ça, Mmh. c'est vraiment finalement l'enjeu des marques aujourd'hui, c'est de s'assurer que finalement, ils communiquent ils communiquent, mais dans un cadre très favorable. Et puis objectivement, on a toujours besoin de charger son iPhone, tu vois? Il y a un vrai insight qui est au-delà du market et au-delà de la pub bien ciblée, qui est quand même, et Chouette vous l'avez bien frustration de saisi, ta part, ouais, ouais. de la frustration, de la pub, c'est même la peur, tu vois? C'est devenu maintenant une pathologie, la peur de plus avoir de batterie. Donc on Ça arrive sur s'appelle la nomophobie, hein. Tu sais que c'est la Tout à fait. maladie du 21e ah siècle. ouais, non, mais c'est incroyable, on a fait un Mais en même papier temps, quand tu là-dessus. regardes tout ce qu'il y a sur nos téléphones aujourd'hui, on peut avoir notre carte bancaire, notre carte de transport, on peut tout avoir Ah, c'est dessus, quoi. clair, ah, mais c'est clair. On peut avoir aussi des choses, ben, tous les trucs perso, les photos, les vidéos, et Ouais, tout à puis fait. c'est bon, c'est devenu hyper important. Et c'est, Donc tu vois, là, tu vois, pour revenir au sujet du média tactique qui est hyper intéressant sur la contextualisation du lieu, c'est vrai que le dernier produit qu'on a sorti, Digicap, permet à la fois cette contextualisation de lieu, où on va être dans de l'attente, parce qu'on est dans un trajet en VTC, mais on va avoir la contextualisation par rapport au persona aussi qui va être face aux médias. On va pouvoir cibler que la mmh. personne est de tel genre, de telle tranche d'âge, et du coup pouvoir lui pousser une publicité qui sera vraiment appropriée à qui elle est aux besoins qui sont identifiés par les marques par rapport à ce persona-là. On Donc l'avait d'où la évoqué, Digicab, c'était pour ceux qui découvrent aujourd'hui Do It, c'était votre écran intégré dans les VTC où on va travailler un message publicitaire contextualisé, géolocalisé, tout à fait, et surtout derrière on extrait de la stat. Et ça, tout à c'est quand fait. même hyper canon. Ouais. Et on a sorti une étude récemment où on a interrogé du coup les audiences dans les VTC pour savoir le rapport qu'ils avaient à la publicité qui était poussée et aux médias serviciels qu'on Mmh. proposait. On a eu des super retours. Par exemple, sur les 18-25 ans, il y en a 73% qui ont dit apprécier la publicité qui était diffusée Mmh. sur les digicabs. On a eu une note de 5 Incroyable. sur 5 sur des tranches d'âge qui allaient de 18 à 36 ans et plus. Donc c'est hyper intéressant. Il y a un rapport où les personnes ont aussi envie de revoir cet écran dans leur trajet, dans leur futur trajet VTC. Ils trouvent de l'intérêt à travers la publicité qui est poussée et qui leur est proposée Mais c'est finalement, quoi la une recette phase en de fait? rechargement. C'est quoi parce que a priori, quand je fais exprès hein, d'aller dans ce sens, mais quand on se dit voilà, vous allez avoir un écran dans votre VTC, on se dit ouais, c'est hyper intrusif en fait. Mais en vérité, les stats que tu nous donnes montrent que les jeunes, qui sont sensiblement les plus où il y a le plus de friction par rapport à la pub, tu vois, disent bah, on est plutôt, voire très favorable avec les stats que tu nous donnes à ce Tout à format. fait. C'est quoi la recette? On peut recharger aussi son téléphone. Bon, ok, ça c'est cool, c'est le win-win. Mais il y a Mmh. quoi en plus? Bah, Qu'est-ce qui le fait qu'on aime bien service ça? est essentiel en effet. C'est-à-dire finalement, les jeunes réfléchissent toujours à la contrepartie en fait. Qu'est-ce que j'y gagne? Hmm. Tu l'entends souvent et clairement l'aspect serviciel, tu parlais des problèmes de batterie de téléphone, à ton grand malheur. Mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, vis-à-vis de ce média, le Digicap qui est déployé dans les VTC et les taxis, sur tout le territoire, le fait de fournir un service de rechargement, va vraiment finalement influer la perception, de la pub pour ces audiences-là. On a quasiment 80 des personnes qui sont exposées qui vont se servir de ces câbles de rechargement pour batterie de téléphone. Donc c'est quand même énorme. Puis c'est pas un petit plus, j'ai l'impression que c'est hyper insighté. C'est pas un petit plus le fait de proposer. Ça peut paraître bête, mais en vérité, c'est pas un petit plus de mettre le chargeur. C'est-à-dire Mmh. que dès qu'on rentre dans un VTC, on a tous pris un Uber, on cherche de quoi se brancher, soit avec son propre câble, soit on demande au chauffeur ou à la chauffeuse si elle a un câble. Donc Tout à en fait. vérité, on se dit ouais, c'est un petit plus. Non, c'est un vrai insight Mmh. d'usage en vrai. Ouais, puis si je reviens sur la partie contrepartie que tu citais, Mika, ce qui peut être intéressant, et je reprendrai l'OP qu'on a fait avec Franprix sur les 10 € offerts. Bah, tu vois, si le message est suffisamment intéressant et bien ciblé, en proposant notamment pour les jeunes par rapport à la contrepartie, un code promo ou une Mm, offre mm. ou un message approprié dans ce sens-là, tout de suite, la réceptivité, elle est augmentée. Qui n'est pas heureux d'avoir dans son trajet VTC la possibilité d'avoir un code de 10 € Mm. pour aller faire ses courses après. Mais c'est clair. Mais au-delà de l'aspect, parce que là, on l'a bien évoqué, c'est hyper intéressant, l'aspect consommateur, win-win, valeur ajoutée, c'est canon. Mais c'est aussi pour les marques, c'est un moyen de se différencier dans un contexte où on est après la crise, enfin on est encore dedans, mais on communique beaucoup, les marques reprennent beaucoup la parole, beaucoup en print, beaucoup en social, beaucoup en télé. Est-ce que c'est pas aussi le moyen
quand on fait une campagne sur Digicab avec vos outils, est-ce que ce n'est pas un moyen de se différencier? Est-ce que ce n'est pas un moyen de montrer qu'on est singulier, qu'on pense exclusivité, proche de ses clients, proche de ses consommateurs? Tout à fait. C'est la proximité est un terme essentiel et un enjeu des marques aujourd'hui qui est flagrant. La proximité avec le consommateur et pouvoir personnaliser son message, pouvoir le mettre dans un, dans un espace différenciant, ça ajoute Et de la vis-à-vis du valeur. parcours, c'est ça, on réfléchit beaucoup au Tout à fait. parcours finalement de ces audiences, Mm. de ces prospects et clients. Est-ce qu'on est Complètement. proche du sur-mesure? Si je parle de sur-mesure, est-ce que c'est un de vos mots-clés ou pas? Ah, on n'en est pas loin en tout cas. On n'est pas loin. On Du n'en coup, est pas loin hein, parce qu'en fait, on a vraiment pas mal de critères de ciblage. On parlait du profil des audiences en Mhm. termes de genre, en termes d'âge, en termes de Mhm. CSP, mais on va aussi s'intéresser à la géoloc. On peut cibler de façon aussi précise qu'un parvis de gare ou cibler une agglo. On peut s'intéresser aussi à la tranche horaire pour pouvoir communiquer de façon exclusive. Par exemple, tout ce qui est formation, finalement, de formation aux salariés, on voit que ça performe beaucoup mieux le matin et le soir, ce qui est logique finalement, puisque c'est à ce moment-là que Bah les oui. professionnels se déplacent. Donc le fait de pouvoir finalement cibler les audiences au moment où ils se déplacent pour aller au travail fonctionne très bien. Mm. Et je peux te donner un exemple. Par exemple, on a bossé alors à plusieurs reprises, mais là dernièrement avec ma French Bank, qui est une banque en ligne en fait du groupe La Poste, avec des enjeux finalement, des offres qui sont vraiment ciblées. Et en l'occurrence, ils ont une offre qui est en fait dédiée aux plus jeunes, aux Mhm. 15-35 ans, et donc ils ciblent forcément plutôt les parents finalement de ces jeunes pour leur faire découvrir des solutions qui sont vraiment adaptées, ciblées. Tu vois, même au niveau des offres finalement Ouais. des marques, c'est vraiment ultra ciblé pour finalement leur permettre de gérer leur argent de poche, gérer leurs déplacements plus facilement, tout en finalement sécurisant la chose avec les parents. Oui, c'est Et une sorte de prescripteur plus confiance, quoi. complètement, absolument. Et donc on a fait une activation là, très récemment en fait pour eux, en ciblant justement les parents, de ces jeunes à bord des VTC et des taxis avec, une logique vraiment très perf avec, du QR code en l'occurrence. QR code qui redirigeait vers, une landing page, donc une page dédiée finalement, avec la possibilité de mesurer, de traquer, le nombre de personnes qui ont Mhm. activé et rempli un formulaire. Et c'est vrai que les retours de ma French Bank étaient unanimes. Ils nous ont partagé un témoignage et je pense qu'on vous allez le partager, justement aux personnes qui nous regardent aujourd'hui. Mais ils en étaient très satisfaits de la logique justement d'activation, la logique de ciblage, de ces audiences et de la conversion. Oui, c'est clair, c'est quand même le but ultime. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect pas bah, très pertinent en fait d'exploiter ce temps de trajet? Donc on est sur le format qui est innovant, on est sur le contenu qui est plutôt bon, sur mesure. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de plus macro qui est le fameux temps d'attente exploité Le fameux pour les weight marques? marketing Le fameux. que tu aimes tant. Mais c'est vrai que finalement une occasion parfaite, j'ai envie de te dire, pour, toute marque. On cherche toujours finalement, à communiquer auprès d'audiences lorsqu'elles sont réceptives, attentives, et c'est vrai que c'est jamais simple, et c'est tout l'enjeu, et c'est vrai que c'est finalement l'un des atouts de cette solution, à bord des VTC, des taxis, du Digicab, c'est qu'encore une fois, les personnes sont finalement disponibles, réceptives pendant un temps de trajet qui Mm. va, varier entre 15 et 25 minutes en fonction de l'où de d'où où est-ce qu'on se trouve. Et donc, en effet, c'est une occasion rêvée finalement pour pouvoir, au-delà en plus de tous ces critères de ciblage, parler, créer un véritable finalement une conversation avec des audiences qui sont réceptives. Mm. Il y a une certaine souplesse aussi qu'on a évoquée sur votre capacité à être sur mesure. Et moi, j'ai quelque chose qui me vient en tête, qui est très concret avec la crise Covid, hein, parce qu'on en parle. Il y a eu aussi la période de confinement. Et vous étiez une solution pour toucher un public cible qui n'allait pas être confronté à d'autres formats de publicité, type métro, type Ouais. DOH à l'extérieur ou outdoor à l'extérieur. Vous étiez une solution en plus. Comment vous l'avez perçu ça? Ça a bien. Le but, c'est pas de dire que ça a bien marché pendant le Covid, mais est-ce que vous avez eu des demandes de clients qui ont dit, OK, on ne peut pas faire d'autres formats, on ne peut pas faire ce qu'on fait habituellement, on va passer chez vous, on va voir comment ça marche. C'est sûr que ça a été
alors j'ai pas envie de dire un atout parce que c'était quand même dramatique cette crise sanitaire, on est toujours dedans, mais c'est sûr que finalement ça nous a permis en tant que nouveaux players de la tech, du marché Mm. publicitaire justement, de faire découvrir justement une alternative finalement aux mass médias qu'on peut retrouver finalement auprès de ces acteurs que tu citais un peu plus tôt. Une réelle alternative pour pouvoir toucher des audiences qui étaient réceptives. On avait toujours beaucoup de monde en fait dans les VTC et taxis parce que finalement on se déplaçait quand même, hein, et il y a pas Mm. mal de médiamétries qui l'ont démontré, et on se déplaçait dans un cadre finalement de distanciation sociale qui était aussi finalement qui répondait aux enjeux qu'on avait à ce moment-là et qu'on a encore un peu toujours. Et donc c'est vrai que ça a été une occasion pour nous de faire découvrir à de nombreux acteurs une alternative, une innovation, et finalement ils se sont jetés à l'eau pour beaucoup. On a eu vraiment un super taux, on va dire, de conversion de nouveaux acteurs. Je Mm. crois qu'il y a plus de 60 marques, Antoine pourra nous le dire exactement, mais je crois qu'il y a plus de 60 marques qui nous ont fait confiance sur l'année 2020, sur le dernier trimestre, avec qui on ne bossait pas encore, et notamment de très gros acteurs, et qui ont été vraiment satisfaits et Mm. qui ont découvert finalement quelque chose de nouveau, qui répond aux enjeux finalement qu'attendent ces audiences en ce moment, la proximité, la contextualisation, pour pouvoir justement avoir des campagnes plus efficaces, plus performantes. Bah justement, je te relance Antoine, hein, sur les clients. Est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement pour terminer ce webinaire, mais comment tu fais, comment tu travailles avec les marques pour les convaincre? C'est évident qu'il faut réussir à les convaincre, mais leur dire, voilà, c'est une solution qui marche. Quel est le niveau d'expertise qu'ils ont? Comment tu les sens? Est-ce qu'ils sont informés? Est-ce qu'ils sont convaincus? Est-ce qu'ils doutent? Ou est-ce qu'ils ont de l'argent, donc ils testent? Ou comment ça marche? Euh, ce qui va se passer, c'est que globalement, tu vois, le milieu du marketing et de la communication, je trouve, n'est pas suffisamment au courant ou au clair ou à une vision de ce qu'est le DOH de façon générale. Donc déjà, il y a tout un enjeu de pédagogie à mettre en place pour essayer de faire comprendre ce qu'on peut espérer du DOH, qui reste quand même un média innovant et assez récent dans l'expansion et dans tous les produits qui sortent aujourd'hui dans ces domaines-là. Donc pour moi, il y a un vrai enjeu de pédagogie auprès des personnes qui sont responsables de communiquer sur des supports comme le nôtre. Hmm. On a forcément tout ce qui va être early adopter. Donc ça, c'est des personnes qu'on va essayer d'aller voir aussi parce qu'elles peuvent favoriser l'acceptation d'un marché. On va commencer par passer par eux et de démarcher par secteur d'activité certains types d'annonceurs pour pouvoir les transformer et réussir à faire comprendre que oui, on peut faire autrement et on peut faire bien et on peut faire aussi bien, voire mieux à certains moments Hmm. en termes de retombées, en termes de data, en termes de tout ce qu'on veut, en termes de ciblage, de proximité. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Il y a Donc une vraie cet promesse. enjeu. Comment? Il y a une vraie promesse. Oui, tout à fait. Il y a une vraie promesse derrière. Il y a une vraie promesse. Quand on sort les datas qu'on sort, où on va croiser, on parlait des datas tout à l'heure, qu'avec le persona, l'attention, mais il y a tout ce qui va être le croisé Hmm. entre les différentes data. Il faut savoir le genre, l'âge, le taux d'attention par rapport à ces critères-là, sur une journée précise, ce que ça a donné, quel moment était, Mika en parlait tout à l'heure, quel moment était le plus propice pour la communication qu'ils ont eue. Donc ça peut donner des clés de compréhension sur les façons de communiquer à travers aussi d'autres médias. Donc il y a tout un intérêt à faire ça, d'autant plus que notre solution, par rapport au marché, reste quand même une solution abordable avec une Hmm. vraie valeur ajoutée en termes d'information. Ouais, il y a ça qui est intéressant aussi, c'est l'aspect budget, c'est-à-dire on n'est pas sur les tarifs du mass média, on reste sur quelque Ah chose non, qui clairement est pas. faisable, qu'on peut rajouter dans son plan média. Si on Tout réfléchit à bien et fait. qu'on fait les choses intelligemment, on peut se permettre de passer chez Ouais, Doit avec complètement. du format digital ou autre. Que ce Et soit on sur est, une on est stratégie amené. multicanal ou omnicanal, quoi. Il n'y a pas de limite par rapport à ça. On peut même aller sur du cross, enfin, peu importe. Et toute typologie d'entreprise, en fait, peut se permettre d'insuffler ces budgets-là, que ce soit, on peut passer de la PME, TPE, au grand groupe, peu importe, parce que ça reste abordable. Et ça reste intéressant en termes d'information qui est fournie derrière. Et tu C'est voulais rajouter c'est- c'est quelque chose, exactement Mickaël? ça. Non, Ouais. mais Antoine a tout dit, il a lu ma pensée. Mais c'est exactement ça, c'est de dire que finalement,
On est accessible et on s'est rendu accessible justement, au vu des enjeux qu'ont eu les commerces de proximité, Mmh. même finalement à des acteurs très locaux, avec des TPE, avec des pockets budgétaires inférieurs à 1 000 €. Heu, on est capable finalement de proposer des solutions à ces acteurs aussi, Mmh. Mmh. pour répondre à leurs enjeux de performance et de conversion, et finalement c'est aussi un super reward finalement de Mmh. pouvoir accompagner ces acteurs-là. Là en ce moment, j'en parlais au début, mais on bosse avec Ma Ville Mon Shopping justement pour mettre en avant des commerces locaux en région. On a lancé ça hier justement, et ce sont vraiment des super initiatives avec, Mmh. finalement des mises en avant qui sont, très rationalisées, et c'est ça qu'on finalement on est capable d'amener. C'est aussi finalement des logiques de performance avec des budgets qui sont finalement, adaptés en fait en Mmh. fonction du nombre de personnes qu'on cherche à toucher, par rapport à des enjeux de ciblage précis. OK, merci, Mickaël, c'est hyper complet. On l'a compris, un média tactique innovant, ça peut être le format intéressant pour sa communication post-crise. On arrive à la fin de ce webinaire dédié à la communication de demain et ses nouveaux enjeux dans un monde post-crise. Merci à tous les deux d'avoir été là pour répondre à mes questions. Bah, Et merci à merci toi. Valentin, ouais, merci de l'invitation et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous pour votre temps. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour le troisième et dernier épisode de notre série de webinaires avec Do It. Merci à tous. Bonne journée. À très bientôt.